Bonjour tout le monde à nouveau. Donc, je me suis dit que j'allais casser la glace ce matin, alors comme ça va être fait. Donc, nous allons présenter le projet Pratique éducative pour soutenir le langage oral en contexte d'immersion française à l'éducation préscolaire. Tisser les liens entre la recherche et la pratique. Donc, je vous ai déjà parlé tout à l'heure des auteurs. Alors, on collaborait avec Marie-Ève Lafortune de la commission scolaire Lester B. Pearson. Malheureusement, aujourd'hui, elle ne pouvait être présente avec nous en personne parce qu'elle avait un autre engagement, mais elle a fait une petite capsule vidéo pour pouvoir témoigner de son expérience dans le projet. Donc, on va vous présenter brièvement le contexte de ce projet de recherche-action, le cadre conceptuel sur lequel on s'est appuyé, le dispositif de développement professionnel qu'on a mis en œuvre auprès des personnes enseignantes, quelques résultats préliminaires parce que c'est un projet qui est encore en cours, là. On est vraiment en plein milieu du projet et une courte conclusion. Donc, pour le contexte, au départ, donc c'est vraiment un partenariat. Donc, c'est une recherche qui est financée par le Conseil de recherche en sciences humaines du Canada dans le cadre d'un engagement partenarial avec la commission scolaire anglophone Lester B. Pearson ici au Québec. Et donc, il faut comprendre qu'ici, dans les écoles anglophones, l'éducation préscolaire au Québec, plusieurs commissions scolaires, dont Lester B. Pearson, dès l'éducation préscolaire 5 ans, vont proposer un volet d'immersion française. C'est-à-dire, ce sont des enfants qui ont des profils langagiers variés, mais la plupart ont l'anglais comme langue première, donc parlent l'anglais à la maison et sont éligibles à fréquenter l'école en anglais au Québec. Et donc, dans le cadre des classes ici à l'éducation préscolaire à Lester B. Pearson, qui est une commission scolaire dans l'ouest de l'île de Montréal et la Montérégie-Ouest jusqu'à la frontière de l'Ontario, les enfants, donc, vont passer entre 50 et 85% même du temps en classe en français. Donc, ils vont avoir une enseignante qui va leur parler français. Donc, ils sont vraiment en apprentissage d'une langue seconde. Ils peuvent avoir, comme je disais, des profils langagiers variés. Donc, certains enfants, pour eux, c'est une seconde, voire même une langue tierce là, qui est en apprentissage à l'éducation préscolaire, en plus de tous les domaines de développement global là, qui sont dans le programme cycle de l'éducation préscolaire au Québec. Et donc, il y a vraiment un réel besoin de formation des personnes enseignantes. De façon générale, au Québec, on s'en plaint souvent que l'éducation préscolaire, c'est un peu l'enfant pauvre du baccalauréat en éducation préscolaire primaire où on a entre 6 et 9 crédits là, sur un bac de 120 crédits qui sont dédiés à l'éducation préscolaire. Ce besoin de formation-là des enseignantes est encore plus flagrant chez les enseignantes anglophones qui œuvrent en école anglophone parce qu'elles peuvent être issues, par exemple, de l'enseignement du français langue seconde. Donc, parfois, elles n'ont aucune formation en éducation préscolaire comme telle. Donc, il y a vraiment un réel besoin de les soutenir, particulièrement dans le développement langagier, qui ici a un double volet, le développement langagier de la langue première et aussi également d'une langue seconde dans le cas des enfants qui fréquentent l'éducation préscolaire dans les écoles anglophones. Et donc, le besoin est venu du milieu de pratique. La conseillère pédagogique, Marie-Ève, m'a approchée en me disant on aimerait ça vraiment participer à un projet de formation avec les enseignantes pour mettre en œuvre des pratiques éducatives de qualité, particulièrement au niveau du développement du langage oral. Et donc, tout en restant dans l'approche développementale de notre programme cycle à l'éducation préscolaire, et aussi en mettant en œuvre des interventions universelles et ciblées pour soutenir aussi ces enfants-là qui sont en plus en apprentissage d'une langue seconde. Et donc, elle voulait vraiment mettre en œuvre des pratiques qui étaient reconnues par la recherche, mais aussi qui allaient vraiment répondre et prendre en compte le contexte très particulier là, des écoles anglophones et de l'éducation préscolaire 5 ans dans les communautés qui sont desservies à Lester B. Pearson. Et donc, l'objectif général de la recherche, c'était vraiment d'offrir un dispositif de formation aux enseignantes à l'éducation préscolaire 5 ans pour soutenir, comme je vous disais, les pratiques éducatives en langage oral et en tenant compte vraiment du fait qu'elles sont dans un milieu minoritaire linguistique anglophone, donc de vraiment tenir compte de cette particularité. Alors, donc, notre cadre conceptuel va s'articuler autour de deux pôles. D'abord, on va parler des pratiques éducatives pour soutenir le développement du langage oral. Donc, on s'est basé sur la typologie de, il ne faut pas que je le rate, Girolamo et Weitzman. À chaque fois, j'ai du mal à dire son nom. Et donc, ça, Annie vous les présentera un petit peu plus en détail. Et aussi, étant donné qu'on est dans un contexte d'apprentissage de langue seconde, donc on va tenir compte aussi du développement langagier en contexte de biplurilinguisme, donc en tenant compte de la théorie de l'interdépendance des langues de Cummins, mais aussi de mettre en œuvre des approches plurilingues pour soutenir ces enfants-là qui sont bi- ou plurilingues
en émergence. Donc ça sera Catherine qui vous en reparlera un petit peu davantage. Alors, comme le disait tout à l'heure Julie, on s'est vraiment basé sur 3 catégories de pratiques pour soutenir le langage oral. Donc, lors de la formation, on s'est assuré que chacune d'une journée de formation puisse présenter aux enseignants correctement chacune de ces pratiques-là. Alors, la première pratique s'intitule « Pratique pour se centrer sur l'enfant ». Donc, dans cette pratique-là, on va vraiment amener l'enseignante à être près de l'enfant, c'est-à-dire à observer l'enfant, à se mettre à sa hauteur lorsqu'elle lui parle, s'assurer que l'enfant voit ses expressions faciales et tout. Elle va l'écouter, bien entendu. Elle va aussi s'adapter à son niveau. Donc, comme on est dans un contexte d'apprentissage du français, donc elle va vraiment prendre le temps de s'assurer de bien prononcer les mots, les répéter notamment. De corriger, bien entendu, en faisant juste reformuler la phrase ou en faisant le bon choix du mot. Elle va répondre aux tentatives de communication, que ce soit une communication verbale, mais même des fois non verbale également. Puis, elle va participer activement aux activités de l'enfant, donc notamment si l'enfant est en contexte de jeu libre, elle va être présente avec lui pour le soutenir dans ses apprentissages. Donc, ça, c'est la première pratique. La deuxième, c'est pour promouvoir les interactions verbales. Donc, on veut que les enfants parlent entre eux. Alors, on va s'assurer de poser aussi des questions ouvertes, donc pas des questions fermées, oui, non, peut-être, ou une réponse fermée, courte. On va plutôt vouloir avec des comment, pourquoi, raconte-moi, explique-moi, pour que l'enfant puisse s'exprimer avec des phrases complètes. On va vouloir aussi commenter les actions de l'enfant. « Ah, je vois que tu es en train de prendre ton camion rouge, puis tu es en train de faire un trajet avec... » Donc, de rajouter de l'information pour que l'enfant puisse augmenter du coup son vocabulaire, mais surtout pour l'emmener à parler aussi. Favoriser les tours de parole. Donc, de s'assurer que tout le monde a la parole, mais aussi de s'assurer que ça soit comme un échange ping-pong. Je pose une question, l'enfant me répond, je le relance. Donc, il y a un réel échange qui se passe entre l'adulte et l'enfant ou entre les enfants. Puis, de favoriser les conversations entre les pairs. Donc, ça ne devrait pas être silencieux dans ces classes-là, mais au contraire, il devrait avoir beaucoup d'occasions de pouvoir parler, notamment de la rentrée en classe, collation, les jeux libres, les ateliers, etc. Il devrait toujours avoir de la discussion tout au long de la journée. Et ensuite, la troisième catégorie, c'est les pratiques pour enrichir le langage, donc notamment pour enrichir le vocabulaire. Donc, utiliser toujours un vocabulaire qui est juste et varié auprès des enfants, de prendre le temps d'expliquer les nouveaux mots, d'autant plus qu'ils sont en apprentissage du français, de reformuler les propos des enfants, de répéter un énoncé sous plusieurs formes pour être certain que l'enfant puisse bien comprendre. Puis aussi, même si son apprentissage du français, de faire aussi des inférences pour les aider à travailler leur compréhension à l'oral. Alors, voici les 3 pratiques sur lesquelles on a insisté. Donc, on se situe vraiment dans le langage oral. Donc, pour aborder le développement langagier en contexte de biplurilinguisme, on a présenté aux enseignantes la théorie de l'interdépendance entre les langues de Cummins, qui peut s'expliquer par 2 images. Donc, on a expliqué le double iceberg pour montrer que quand on apprend une langue, il y a des éléments, chaque fois qu'on apprend une nouvelle langue, il y a des éléments du code linguistique qu'on va devoir réapprendre, qui vont être plus ou moins proches selon les langues. Par exemple, entre le français et l'espagnol, il y a beaucoup de choses qui sont communes, mais entre le français et le mandarin, par exemple, il y a des choses qui vont être à réapprendre. Mais ce que le double iceberg de Cummins nous montre, c'est qu'il y a quand même une partie qui est commune aux différentes langues, donc ce qu'on appelle les compétences cognitivo-langagières. Par exemple, un enfant qui a développé des stratégies va pouvoir les réutiliser peu importe la langue. S'il a compris aussi le principe de conscience phonologique, ce sont des habiletés métaphonologiques qu'il va pouvoir réinvestir. Donc, ce qu'on voulait montrer aux enseignantes, c'est vraiment que les langues sont interdépendantes et elles se nourrissent l'une et l'autre. Et on leur a aussi présenté l'image de la double échelle de Cummins pour montrer que plus il y a une stimulation langagière dans chacune des langues, plus les transferts vont être possibles. Donc, les transferts là, entre les langues. Et on a rajouté aussi l'image de la tresse pour montrer à quel point c'est interdépendant. Donc, ce n'est pas séparé finalement dans le répertoire langagier de l'enfant, mais vraiment, tout est complémentaire. Donc, on veut une optique de complémentarité et non pas une optique d'opposition entre le français, l'anglais, puis les autres langues. Donc, pour ça, il y a plusieurs activités qu'on peut faire en classe, notamment des approches plurilingues qui vont permettre d'éveiller à la diversité linguistique, donc de prendre conscience de plusieurs langues, les écouter, d'être en contact avec ces langues-là.
Et ça va permettre aussi de légitimer les connaissances des enfants dans leurs différentes langues. Donc, je vous ai mis quelques exemples. Là. Par exemple, la fleur des langues, où sur un pétale, ben, les enfants vont écrire les langues qu'ils connaissent, qui sont parlées, puis on va parler de ça avec eux. Par exemple, où tu as entendu ces langues? Est-ce que tu connais des gens qui parlent ces langues-là, avec qui tu les parles? Ou des comptines plurilingues, par exemple, ben, Frère Jacques, on peut l'écouter dans différentes langues, en français, en espagnol, en allemand, en ourdou. C'est une des comptines les plus traduites. Puis aller repérer s'il y a des choses qu'on peut comparer, le son des cloches, par exemple, ou comment s'appelle Frère Jacques d'une langue à l'autre. Et un autre exemple, la littérature jeunesse plurilingue. Donc, on a représenté les albums plurilingues et l'Odile, dont on reparlera dans une autre présentation. Donc, des albums de littérature jeunesse plurilingue pour ouvrir à la diversité linguistique et reconnaître le bagage des enfants. Donc, vraiment, nos objectifs de recherche, mais plus spécifiquement, c'était vraiment d'élaborer un dispositif de développement professionnel en collaboration avec la conseillère pédagogique, donc pour vraiment tenir compte des particularités du milieu. Puis aussi, après ça, documenter, d'analyser l'expérience des enseignantes, donc pendant le dispositif de formation, mais aussi entre les formations, elles ont des choses à mettre en place en classe, puis après, on fait toujours un retour lorsqu'on se retrouve dans la formation. Et donc, je vous le présente un petit peu, le projet. Donc, c'était vraiment basé là, sur vraiment une recherche-action classique. Là. Donc, on a vraiment un pôle recherche, action, éducation. Donc, on a vraiment des savoirs scientifiques professionnels qui vont s'arrimer ensemble. Puis vraiment, on met les enseignantes en action. Donc, c'est pas juste de venir aux formations, d'écouter. Après ça, ils ont des choses à mettre en place en classe. Et puis aussi, bien entendu, il y a le volet éducation, le développement professionnel qui est à la fois individuel, mais aussi le collectif est très important. Donc, le fait de pouvoir se rencontrer après en groupe d'enseignantes, c'est très, très riche là, au niveau de l'échange de pratiques. Et donc, juste un petit portrait de nos enseignantes. Donc, on a un groupe de 11 enseignantes qui ont une expérience d'une quinzaine d'années en enseignement, là, dont presque 10-11 à l'éducation préscolaire plus spécifiquement. La plupart, donc, toutes sont détentrices d'un baccalauréat et une a également une maîtrise. Elles ont des groupes d'enfants d'environ, en moyenne de 16,27 enfants. Et pour le volet immersion, bien, pour 8 d'entre elles, elles sont en volet 85-15, c'est-à-dire 85% du temps en français, 15% en anglais. Et 3 d'entre elles sont dans une immersion qu'elles appellent le bilingue, c'est-à-dire 50-50, moitié français, moitié anglais. Donc, notre dispositif, c'était vraiment ces 4 séances de formation, donc étalées sur plusieurs mois. Donc, à la formation 1, on leur demandait notamment de compléter un petit questionnaire au départ sur leur pratique. Je vous présenterai brièvement les résultats du questionnaire après. Elles ont aussi fait état de leur biographie d'engageur, donc elles avaient un peu à nous expliquer dans leur vie à elles, donc les langues qu'elles avaient appris dans leur famille, à l'école, en contexte social, en milieu de travail maintenant et tout ça, et comment ça avait un impact sur leur façon d'enseigner actuellement. Et là, donc, à la formation 1, on se centrait davantage sur les premiers types de pratiques, les pratiques éducatives pour se centrer sur l'enfant. La formation 2, mais là, on présentait ce qu'on appelait les pratiques en action. Donc, elles avaient à faire des petites capsules vidéo de leurs interventions en classe dans différents contextes d'apprentissage. Et là, chacun de leur tour, elle nous présentait certains extraits. On les analysait, on en discutait, on partageait les bonnes idées. On leur a également présenté les albums plurilingues Biblius à ce moment-là. Donc, à chaque fois, on a un volet approche plurilingue là, dans le cadre de la formation aussi. Et on a abordé les pratiques éducatives pour promouvoir les interactions verbales. Donc, c'était ce sur quoi ils avaient travaillé entre la formation 2 et 3. Donc, la formation 3, là aussi, ce sont des pratiques en action qui sont présentées à chaque fois. On va également aborder un volet un peu plus spécifique en soutien de l'apprentissage d'une langue seconde. Et là, on va aborder les pratiques éducatives pour enrichir le langage. Et la formation 4, encore une fois, il y aura des pratiques en action qui seront présentées. Puis on va faire vraiment un bilan de la formation. Et elles auront à compléter le même questionnaire qu'elles ont fait à la formation 1, mais à la formation 4 pour voir s'il y a une évolution au niveau de leur perception de leurs propres pratiques. Et bien entendu, il y aura un partage qui sera fait dans les milieux, notamment avec le milieu partenaire à la suite du projet de recherche. Donc, pour les résultats préliminaires, avant de vous présenter certains résultats, je vais vous faire entendre donc, un témoignage de notre conseillère pédagogique. Bonjour, je suis Marie-Ève Lafortune. Je suis conseillère pédagogique à l'éducation préscolaire à la commission scolaire Lester B. Pearson, qui est une commission scolaire anglophone à Montréal. Le territoire de la commission scolaire Lester B. Pearson est de Verdun jusqu'à la frontière de l'Ontario. On a 35 écoles primaires qui sont
toutes des écoles d'immersion, c'est-à-dire que nos élèves sont anglophones et apprennent le français dès la maternelle 5 ans dans des proportions de 85% du temps ou bilingue, 50-50 français-anglais. Donc, moi, je travaille directement avec les enseignantes dans mon travail de conseillère pédagogique. Puis quand j'ai été approchée par Julie Lachapelle par rapport à peut-être une collaboration qu'on pourrait faire pour répondre aux besoins du milieu, mais j'ai été tout de suite intéressée parce que nos enseignantes sont super. On a une très belle équipe avec une grande variété cependant de formation. C'est-à-dire que comme point de départ, on en a qui sont formés au bac en enseignement primaire et préscolaire. On en a qui ont été formés dans ce même bac, mais en anglais, mais qui enseignent en français. On a certains enseignants qui ont été formés en FLS, donc français langue seconde, et aussi parfois des enseignantes qui ont des formations, des brevets, mais qui ne sont pas formées spécifiquement pour le préscolaire, qui ont fait un changement de champ. Alors, quand on veut répondre à leurs besoins, on se dit, avec les tout-petits, la première chose qui revient souvent, à part la posture enseignante d'une approche développementale au présco, mais c'est vraiment de regarder comment est-ce que je soutiens en tant qu'enseignante le développement du langage chez les enfants de mon groupe. Parce que on sait que toutes les enseignantes, tous les enseignants veulent soutenir le développement de la langue maternelle quand ils sont dans un contexte où leurs élèves ont une langue maternelle qui est la même que la langue d'enseignement. Mais dans notre contexte, la plupart des enfants arrivent étant anglophones, donc parlant anglais à la maison, et ensuite ils viennent à l'école pour faire une immersion française, c'est-à-dire qu'ils apprennent le français alors qu'ils sont à l'école. Alors, il y a aussi dans tout ça des enfants étant en milieu montréalais et québécois en général maintenant. Souvent, les enfants peuvent avoir même une troisième langue. Alors, on a eu une approche pour regarder comment est-ce qu'on soutient le développement de la langue maternelle, comment est-ce qu'on regarde et qu'on adapte nos pratiques en tant qu'enseignante à leurs besoins pour soutenir le développement d'une langue seconde ou d'une langue tierce. Et c'est pour ça qu'ensuite, avec toute l'équipe, donc Annie Charon, Julie Lachapelle, Catherine Gosselin-Lavoie, on a pu s'asseoir avec une équipe d'enseignantes qui ont pu vraiment prendre le temps de regarder leurs pratiques. Ce que je remarque, moi, dans mon rôle, c'est que je suis comme un point de repère pour les enseignantes qui me posent des questions, qui ont besoin de moi dans le soutien, dans le quotidien de leur classe. Mais là, l'ajout d'avoir une équipe de recherche, puis de se dire, prenons le temps ensemble, assoyons-nous, regardons nos pratiques, faisons des lectures. Je crois que tout le monde sait que les enseignantes au quotidien ont à peine le temps de se dire bonjour dans le cadre de porte. Alors de se dire, on prend un temps, on s'assoit, on a des journées où on lit des textes ensemble, on regarde nos pratiques. Ensuite, les enseignantes qui ont participé à ce projet, elles se sont engagées à se filmer en classe. Alors à ce moment-là, elles regardent comment est-ce qu'elles agissent au quotidien en se disant, est-ce que j'en pose des questions ouvertes? Est-ce que je m'assois à la hauteur des enfants? Et simplement de prendre ce temps-là a été un moment qui a fait que plusieurs enseignantes m'ont dit, j'ai eu une petite bulle qui me dit, waouh, tu sais, je croyais que je faisais telle chose, mais je me rends compte que non. Ou sinon, bravo, vraiment, j'ai plusieurs pratiques qui sont déjà en place, mais je prends le temps de peaufiner ce que je fais pour mieux aligner mes pratiques aux besoins des enfants. Alors, c'est sûr que pour notre milieu à nous, c'est extrêmement riche d'avoir non seulement le temps de faire ça, mais de le faire en étant accompagné par une équipe de recherche vraiment 5 étoiles qui a pu nous apporter un regard vraiment spécifique sur quelles pratiques sont les plus payantes, quelles pratiques sont importantes à mettre en place et de se rendre compte qu'au quotidien, toutes les enseignantes font des belles choses qui peuvent être aussi valorisées déjà dans ce qu'elles mettent en place. Alors, pour moi, une excellente réussite. Les équipes qui ont participé ont été très, très satisfaites de ce que ça a pu amener au niveau de leur changement de pratique. Et puis, on a bien hâte pour la suite. Donc, je vais aller très rapidement. Elle devait donc vraiment s'évaluer sur une échelle de 1 à 5 avec des indicateurs pour chacune des 3 pratiques. Donc, ça, c'est vraiment leur perception de tout début de formation. Elles l'ont fait pour les pratiques aussi pour favoriser les interactions verbales. Il y en avait quand même plusieurs avec des indicateurs et pour enrichir le langage. Puis, on fera le même exercice à la fin de la formation pour voir l'évolution au niveau de leur perception de ce qu'elles mettent en pratique. Donc, comme Marie-Ève l'a dit, là, je vais passer rapidement là-dessus, là, mais il y a vraiment un développement professionnel qui se vit, là, et ça a été très, très nommé par les enseignantes, le partage d'expérience, comment elles apprécient de pouvoir s'asseoir ensemble
et de vraiment partager ce qu'elles vivent, d'avoir un groupe hétérogène. Aussi, on a de jeunes enseignantes, on en a qui sont très expérimentées, donc elles apprécient de pouvoir bénéficier d'enseignantes plus expérimentées. Elles cherchent aussi beaucoup à valoriser l'apprentissage du français dans leur milieu de façon mais en soutenant beaucoup la motivation des enfants versus une méthode coercitive, là, par exemple, tu dois parler français. Là. Elles veulent vraiment changer cette posture-là. Et vraiment, là, elles souhaitent déployer un grand nombre de stratégies pour pouvoir continuer à mettre des pratiques adaptées là, aux besoins des enfants. Comme je disais tantôt, les pratiques en action, quand elles se présentent, là, c'est vraiment super riche de s'observer. Elles ont trouvé l'exercice un peu difficile au départ, mais après ça, elles se rendent compte que ça se fait vraiment dans la bienveillance et qu'on partage en fait les bons coups, les bonnes idées. Et dans différents contextes d'apprentissage, donc des activités dirigées, des jeux libres, des ateliers. Donc là, on essaie de voir comment on peut mettre en action ces pratiques-là avec du vrai monde dans des vraies classes. Et vraiment, ça alimente également, bien entendu, leurs pratiques réflexives pour elles-mêmes, mais aussi par rapport à autrui. Et je termine rapidement là, en conclusion là, pour dire que vraiment, donc, il y a vraiment une alliance là, qui s'est faite là, entre le milieu de la recherche et le milieu de la pratique dans le cadre de ce projet-là. Et c'est une formation, un dispositif qui est co-construit, donc avec, oui, l'équipe de recherche, la conseillère pédagogique, mais en tenant compte aussi des besoins exprimés par notre groupe de participantes. Et vraiment, c'est vraiment très gagnant au niveau de la pratique réflexive, là, faire vraiment là, s'arrimer les savoirs professionnels et scientifiques. Et on pense vraiment là, que c'est vraiment gagnant pour le changement de pratique à long terme. Ça prend du temps à apprendre des nouvelles pratiques, ça prend du temps à les mettre en œuvre. On le sait que les petites formations de journée pédagogique, d'une demi-journée, ça donne pas grand-chose. Moi, la première. Mais là, sur plusieurs mois, avec un accompagnement, avec tout ça, donc je pense que vraiment, on sent qu'il y a une richesse à ce niveau-là, au niveau là, de la transformation des pratiques. Et je pense que c'était pas mal la fin. Merci beaucoup pour votre écoute. On est disponible pour les questions.